Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu que le chancelier von Papen et son cabinet sont isolés politiquement et que le Reichstag a été une nouvelle fois dissous et nous allons reprendre là. Le 1er octobre, Albert Speer achève la rénovation du quartier général du NSDAP à Berlin. Albert Speer n'a pas encore rencontré Hitler personnellement, mais il est mis au courant que Hitler a inspecté les travaux et qu'il aimait ce qu'il a vu. Albert Speer dira qu'il est rempli de fierté. Et il rajoutera qu'il n'y a pas de nouvelles commandes pour eux du NSDAP et que tout se passait comme s'il n'avait jamais travaillé pour le NSDAP. Du 1er au 3 octobre, rassemblement à Potsdam de la jeunesse hitlérienne. Donc ils sont entre 100 000 à 110 000 jeunes. Et d'après les informations, le parti du NSDAP n'a rien payé. Chaque jeune a payé lui-même son voyage, plus les frais sur place. Et à cette époque, il est précisé que le mouvement de la jeunesse hitlérienne est le plus grand mouvement de jeunesse en Allemagne. Et également du 1er octobre au 4 octobre, grève des transports à Hambourg, organisée par le Parti communiste. Le 5 octobre, lettre de Bormann à Hess, destinée à Hitler. Donc Bormann écrit « Un des chefs du parti est allé chez un des chefs de nos plus implacables adversaires pour injurier et traiter de porc quelques membres de son propre parti. Si le Führer, après une telle démarche, garde cet homme, alors, comme le font déjà beaucoup, je ne le comprendrai plus. Le Führer a dans son bureau 3 portraits du plus grand des Prussiens. Que serait-il advenu d'un général du vieux Frédéric après un tel comportement ?» Bormann parle de Röhm. Donc Röhm est parti voir l'ancien capitaine Karl Mayer. Donc si vous vous souvenez bien, c'est le capitaine Karl Mayer qui a recruté Hitler et l'a envoyé aux premières réunions du DAP, ancien NSDAP. Et par l'entremise du capitaine Karl Mayer, Hitler a rencontré également le capitaine Ernst Röhm. Donc Karl Mayer a voulu utiliser Hitler et quand il a vu que la situation du NSDAP lui échappait et qu'il n'avait plus aucun contrôle, il est parti chez les socialistes pour mettre des bâtons dans les roues au NSDAP. Donc ce que Bormann décrit dans sa lettre, c'est que Röhm, qui est du NSDAP, est parti trouver Karl Mayer, qui est chez les socialistes, pour lui demander s'il connaissait des secrets sur certains dirigeants nazis. Comme Ernst Röhm est accusé d'homosexualité, il veut justement connaître des secrets d'autres membres du NSDAP pour pouvoir sortir ses jokers au moment où il en aura le plus besoin. Mais l'information a fuité, les journaux ont ébruité la rencontre entre Röhm et Karl Mayer. C'est ce que Bormann écrit dans sa lettre. En gros, il incite Hitler à se débarrasser de Röhm. Quand je dis se débarrasser, c'est bien entendu le virer et non pas l'exécuter. Bormann, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y aura un hors-série sur ce personnage. C'est un personnage très important dans l'intimité d'Hitler pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Le 6 octobre, lors d'une réunion, Hitler prédit la victoire électorale lors des prochaines élections au Reichstag du 6 novembre. Il dit « J'attends la lutte avec une confiance absolue. La bataille peut commencer. Dans 4 semaines, nous en sortirons vainqueurs. » Le 6 octobre également, le NSDAP commence à mener des actions d'intimidation contre le parti du DNVP d'Alfred Hugenberg, qui soutient la politique du gouvernement von Papen. À rappeler que le DNVP d'Alfred Hugenberg était allié avec le NSDAP. Le 11 octobre, Hitler entre en campagne pour les élections législatives. Du 11 octobre au 4 novembre, il parlera dans
49 villes, toujours en faisant ses tournées en avion. Tous les témoins de l'époque, de tous les partis, diront que les gens sont lassés d'aller voter, et même lors des meetings d'Hitler, les salles sont remplies de moitié. Le 13 octobre, lors d'un discours, von Papen attaque Hitler et le parti du NSDAP. Encore une fois, c'est très long, mais en gros, il dit que ce n'est pas normal que Hitler n'accepte pas le poste de vice-chancelier, qui vise le poste de chancelier, et que son parti adhère à la croyance mythique du Messie dans le Führer, et qu'il est le seul destiné à diriger le destin de l'Allemagne, en disant que cela leur donne un caractère d'une secte politique. Et il précise que le comportement d'Hitler, le fait d'être contre des résolutions du gouvernement, est un acte bolchevique. Donc en gros, il assimile le NSDAP aux communistes. Le 16 octobre à Paderborn, discours de von Papen en vue d'une réforme constitutionnelle censée rétablir la monarchie. Le 16 octobre également, à Vienne, affrontement sanglant entre le NSDAP et les sociaux-démocrates. Suite à ces affrontements, le 19 octobre, le chancelier Dollfuss fait interdire toute manifestation au parti du NSDAP et aux démocrates. Et également le 19 octobre, 21 représentants de l'industrie allemande se réunissent dans un club à Berlin pour lever 2 millions de marks pour renforcer la main de von Papen. Le 25 octobre, le tribunal constitutionnel du Reich juge illégal le renversement du gouvernement social-démocrate de Prusse du 20 juillet. Les socialistes reprennent le pouvoir en Prusse. Pour ce mois d'octobre 1932, Goebbels nous dit qu'il est contrarié parce que justement Hugenberg les a lâchés. Et si vous vous souvenez dans les vidéos précédentes, Hugenberg laissait Goebbels se servir leur imprimerie et leur presse pour faciliter des sorties du journal de Goebbels. Et là, Goebbels doit lancer l'engriffe avec ses propres imprimeries et il dit « Il y en aura pour 2 millions, ils vont voir à qui ils ont affaire ». Il dit également qu'il fait des meetings à Berlin, que les salles sont pleines à craquer et que ses discours sont très bons. Il rajoute que des inspecteurs de police enquêtent sur Röhm. Donc l'enquête sur Röhm, c'est sur son homosexualité, l'homosexualité étant interdite en Allemagne, article 175. Il dit que Stresser et les inspecteurs de police attaquent violemment l'ASA, et il rajoute qu'Hitler est très en colère à cause de l'affaire de Röhm. Il rajoute qu'Hitler est dans un café et qu'il voit Heinrich rentrer dans le café avec sa fille. Et Goebbels dit « Voilà donc le béguin de Hitler, mauvais goût, une pauvre fille, les mains moites. Hitler a un goût détestable, elle est bête à manger du foin. Faut-il que Hitler se languisse d'une femme à ce point? Que trouve-t-il donc à cette petite dinde? Il doit prendre une amie digne de lui. » Hitler, nous le verrons par la suite, je ferai un hors-série sur Hitler et les femmes, mais, je l'ai déjà dit précédemment, Hitler aime bien les femmes plutôt bêtes, ou les femmes très intelligentes. Il est dans les deux extrêmes, il préfère avoir une femme bête à ses côtés, mais pour avoir une conversation avec une femme, il préfère parler avec une femme très intelligente. Donc il faut croire que Hitler a vraiment le béguin pour cette fille, parce que cela fera réagir Eva Braun, comme nous le verrons par la suite. Goebbels parlera également d'une conférence où ils prendront la parole à plusieurs. D'abord Frank, mauvais discours, rien de nouveau. Puis Schumann, bon et drôle. Puis Demann, faussement pathétique. Discours de Hitler, énorme, magnifiquement esquissé. Il nous dépasse d'une tête. Reprend la situation en main. Quel homme! Et d'une cohérence de fer. Ensuite, il dit qu'après la conférence, ils vont manger chez Hitler, que les Heinrich et leur fille sont là, et également le fils de l'ancien Kaiser Guillaume II. Plus tard, Goebbels nous dit qu'il invite le DNVP au Sportpalast pour un de ses meetings, mais qu'il refuse. Mais que le DNVP lui propose de venir à un de leurs meetings,
et qu'il accepte d'aller à leur meeting. Il dit que lorsqu'il va au meeting de DNVP, la salle est noire de monde et qu'il n'y a que des membres du NSDAP et qu'ils lui font la fête dès qu'il rentre. Il dira que les parleurs du DNVP sont ennuyeux et que par la suite il prend la parole pendant 1 heure et que là c'est l'euphorie totale. Et les SA le prennent sur leurs épaules et le portent jusque hors de la salle et que même à l'extérieur, la foule est pleine d'enthousiasme. Goebbels fête également son 35e anniversaire. Il dit que toute la pièce est pleine de fleurs, des vœux de bonheur qui me vont droit au cœur. Ce qu'il y a de plus beau, c'est d'être enraciné dans le peuple et aimé de lui. Il est couvert de cadeaux, il est très heureux. Il rajoute « Dire que le ciel m'a amené jusqu'ici et j'espère qu'il va continuer à me mener de la même manière. » Le 1er novembre 1932, tentative de suicide d'Eva Braun. Après avoir composé une note de suicide, elle se tire une balle dans la poitrine avec le pistolet de son père, par imitation de Gélie, la nièce d'Hitler. Nous le verrons plus en détail lors d'un prochain hors-série sur Eva Braun. Donc, on dit dans la poitrine, il semblerait qu'elle visait son cœur, mais qu'elle s'est loupée. D'autres informations nous disent qu'elle s'est tirée dans le cou. Enfin bon, cela ne devait pas être une blessure exceptionnelle parce qu'elle a pu téléphoner elle-même au médecin pour qu'il vienne la soigner. Une fois Hitler au courant, il quitte la campagne électorale pendant quelques heures et se porte aux côtés d'Eva Braun en rapportant des fleurs. Hitler prendra le médecin à part en disant « Pensez-vous que Fraulein Braun s'est suicidée simplement dans le but qu'on s'intéresse à elle et d'attirer mon attention ?» Et le médecin dira qu'elle a sans doute fait sa tentative parce qu'elle se sentait négligée par Hitler. Et Hitler dira à Hoffmann « Vous entendez, la fille l'a fait par amour pour moi, mais je ne lui ai donné aucune cause qui pourrait éventuellement justifier un tel acte. » Et il rajoute « Il est évident que je dois maintenant m'occuper de la fille. » Donc le comportement d'Hitler envers Eva Braun était le comportement qu'il a avec toutes les filles à cette époque. En gros, il flirte, mais rien de plus. Mais comme Eva Braun a tenté de se suicider et que Hitler ne veut pas qu'il y ait une nouvelle histoire de suicide dans ses proches, il va commencer à donner de l'importance à Eva Braun. De l'importance entre guillemets, il l'installera chez lui à Munich, mais il ne sera que très rarement sur Munich, il sera le plus souvent sur Berlin. Mais nous y reviendrons dans le hors-série sur Eva Braun. Le 2 novembre, Hitler, dans un discours au Sportpalast de Berlin, attaque von Papen en disant « Là, le chef d'un gouvernement qui dépend d'un petit cercle de réactionnaires, un gouvernement sur lequel le peuple allemand, avec 512 voix contre 42, a rendu un verdict dévastateur. » Donc là, il faisait référence à von Papen, et là maintenant, il fait référence à lui-même. Ici, un leader de sa propre force, enraciné dans le peuple, qui a travaillé et lutté pour gagner la confiance. Mes adversaires se trompent surtout sur mon énorme détermination. Je choisis mon chemin et je le suivrai jusqu'à sa fin. Du 3 au 7 novembre, une grève des travailleurs des transports de Berlin est organisée par les communistes et Goebbels incite les membres du NSDAP à rejoindre la grève. Donc la grève est composée de 24 000 salariés, métro, tram, bus, parce que le salaire est réduit de 2%. La grève ayant été refusée par la direction de la Confédération syndicale, elle est déclarée illégale, sauvage répression par la police, il y aura une dizaine de morts, une centaine de blessés graves et un millier d'arrestations. Le 4 novembre, von Papen adresse une lettre ouverte à Hitler, où en gros il dit « La question n'est pas de savoir si tel ou tel chef de parti occupe la présidence du chancelier, si son nom est Brüning, Hitler ou von Papen, mais plutôt que nous nous réunissions sur un terrain d'entente afin que les intérêts vitaux du peuple allemand puissent être assurés. » Le 6 novembre, élection
Pour le Reichstag, grosse déception du NSDAP qui perd 2 millions de voix et 34 sièges. Donc grosse déception du NSDAP et d'Hitler. Il pensait avoir plus de voix et plus de sièges et finalement c'est l'inverse qui s'est produit. Les communistes, quant à eux, ont une augmentation de voix. Des rapports de l'ASA disent que l'humeur est au plus bas, la désillusion et le défaitisme se répand dans les rangs. Un officier SS dira que dans son secteur, le moral est bon et que la dépression est purement d'ordre financier. Dans d'autres endroits, il y a une mauvaise ambiance, des états de dépression et des brouilles entre SA et SS. Le 12 novembre, suite aux résultats du Parti communiste aux législatives, donc le Parti communiste a obtenu 100 sièges, Hjalmar Schacht fait savoir à Hitler que les milieux d'affaires vont solliciter sa nomination comme chancelier. Donc le 12 novembre, le bureau d'Hindenburg reçoit une pétition lui demandant de nommer Hitler comme chancelier, en gros pour combattre le bolchevisme. 39 éminents industriels et hommes d'affaires allemands ont signé le document. Il y a plusieurs histoires, il y a l'histoire d'une vingtaine d'hommes d'affaires qui ont signé et que les autres n'ont pas signé, mais qui ont porté leur voix auprès d'Hindenburg. Mais dans tous les cas, ce que l'on sait, c'est que ce sont des hommes d'affaires très importants. Peu de temps après la prise de pouvoir, ces gros industriels feront partie du club, le cercle des amis du Reichsführer. Donc c'est Himmler qui fera un club avec ces gros industriels et à certains, il leur donnera même un grade dans la SS. Les membres du club se réuniront souvent jusqu'à ce que ce soit des rencontres mensuelles. Dans ce club, ils abordaient des questions politiques et économiques et parlaient de culture. C'est Himmler en personne qui décidait qui y pouvait être membre. Himmler prendra part aux réunions du club dans les premières années. Il y fit des conférences sur les forces de l'ordre ou sur la recherche généalogique. Il orchestra pour les membres du club des visites dans les camps de concentration ou des visites des locaux de la police de Berlin. Par la suite, en 1940, Himmler ne participera plus au rassemblement du club et dans de rares occasions, il invitera des membres du club dans son quartier général. En 1939, le club comptait 36 membres parmi les hommes les plus importants dans l'économie allemande. Donc, comme je vous l'ai dit, gros industriels, des banquiers, etc. Et pour information, les dons de ces membres à la SS sont de 1 million de Reich par an. Le 13 novembre, von Papen écrit une nouvelle fois à Hitler en lui disant que la nouvelle situation apparue après les élections du 6 novembre donne des nouvelles opportunités de consolidation des éléments nationalistes. Et si Hitler et le NSDAP étaient prêts à soutenir la mise en œuvre du programme politique et économique dans lequel le gouvernement du Reich s'est engagé. Hitler donnera une seule réponse, pas de négociation avec Papen. Le 11 novembre, la commission internationale chargée de régler les problèmes intérieurs de la SAR décide la dissolution des unités SA et SS. Le 14 novembre, un plan français, comme base des négociations, est proposé à la conférence pour la réduction et la limitation des armements. Constantin von Neurath dira « Ce plan, de manière assez surprenante, prévoyait la transformation des armées professionnelles en armées à courte durée de service. Car selon l'opinion présentée à l'époque par le représentant français, seules les armées à courte durée de service pouvaient être considérées comme des armées défensives, alors que les armées permanentes composées de soldats professionnels auraient un caractère offensif. Ce point de vue de la France est tout à fait nouveau et exactement le contraire du point de vue précédent de la France. Mais il constitue également un changement par rapport aux dispositions du traité de Versailles pour le désarmement de l'Allemagne. Cela signifiait pour l'Allemagne, à qui elle visait visiblement l'élimination de son armée permanente
de 100 000 hommes. De plus, par ce nouveau plan, la France laisse voir qu'elle-même ne veut pas se désarmer. L'Angleterre, tant qu'à elle, reconnaît en principe la prétention allemande à l'égalité des droits militaires. Le 17 novembre, le chancelier von Papen remet sa démission au président Hindenburg, qui le reconduit dans ses fonctions. Von Papen propose une réforme constitutionnelle afin d'instaurer une dictature militaire. Hindenburg donne son accord, mais opposition du général von Schleicher, ministre de l'armée, sans l'appui duquel le projet est irréalisable. Le 18 novembre, Hindenburg négocie avec le DNVP d'Alfred Hugenberg et le centre de Ludwig Kaas sur la possibilité de former un gouvernement de coalition. Lors de cette rencontre, Hugenberg parlera à Hindenburg sur Hitler en disant « Toute sa manière de gérer les affaires politiques le rend très instable. Et lui donner le pouvoir, j'ai un sérieux doute. » Et Hindenburg de répondre « Mon cher jeune ami, tu as parlé de mon propre cœur. On ne peut pas mettre un peintre en bâtiment sur la chaise de Bismarck. » Rappelons-le, Hitler, lors de ses jeunes années, a été peintre en bâtiment sur les chantiers. Le 19 novembre, rencontre entre Hindenburg et Hitler, et Hindenburg laisse parler Hitler pendant 1 heure. Ensuite, Hindenburg lui demande personnellement de participer avec les autres partis pour former un gouvernement majoritaire. Hitler répond qu'il n'a aucun intérêt à former un autre gouvernement que celui dirigé par lui-même en tant que chancelier du Reich. Hindenburg rencontrera également des industriels, des banquiers, donc des puissants hommes d'affaires, et tous demandent qu'Hitler soit chancelier. Donc Hindenburg rencontrera Hitler pendant 3 jours, et Hitler persiste à réclamer les pleins pouvoirs. Hindenburg refuse toujours, il craint une dictature. Le 24 novembre, Hindenburg se rend compte que von Papen est sur le point de démissionner et qu'il n'y aura pas de retour en arrière, et les personnes pressenties pour la chancellerie n'arrivent pas à former une équipe gouvernementale. Hindenburg demande une nouvelle fois si Hitler veut le poste de vice-chancelier. Hitler reste catégorique sur le fait qu'il n'a droit à rien de moins que la chancellerie. Et il réitère que si Hitler deviendrait chancelier, cela deviendrait nécessairement une dictature. De plus, les autres partis politiques disent qu'il ne pourra pas y avoir de gouvernement majoritaire sans Hitler, et ils annoncent qu'Hitler n'a pas tenté de bonne foi de former un gouvernement majoritaire. Le 29 novembre, Hitler quitte Berlin en train pour une conférence des chefs du parti à Weimar, et il annonce qu'il refuse de participer à une autre réunion infructueuse avec le président du Reich, von Hindenburg. Pour ce mois de novembre, Goebbels nous dit qu'il se déplace également en avion pour effectuer des meetings. Il parle également des élections du 6 novembre. Il dit « Les résultats sont mauvais. Quelle immonde nausée. Nous avons perdu 35 sièges. Le Parti communiste en a beaucoup gagné. Nous avons subi une défaite sévère. Papen a 10% du peuple en tout. Il doit partir. Et le vieux, ce monument calcifié, ne fait que nous gêner le passage. » Il dit justement que dans le Go, il y a une sale ambiance, et même chez les SA. Il rajoutera que Stresser fait du sabotage et que Hitler est en colère contre lui. Il rajoutera « Vu Hitler à son appartement, il philosophe sur le droit du plus fort. C'est très bien et très mûrement réfléchi. Quel homme fantastique. Je me ferai couper en 4 pour lui. Il lit beaucoup et sait beaucoup de choses. Un esprit universel. Pour finir, je lis une lettre qu'il a écrite au front. Fantastique. C'est le Hitler d'aujourd'hui. Il n'a presque pas changé. Le premier national-socialiste. » Donc, encore une fois, ça c'est une chose surprenante. Peut-être qu'Hitler a écrit la lettre après la Première Guerre mondiale et il fait croire à Goebbels que la lettre date des années de guerre. Parce que, de ce que disent ses copains de régiment d'Hitler, à cette époque, il ne faisait pas de politique. Il faisait de la politique entre guillemets, comme tout soldat au front le faisait,
mais il n'était pas impliqué. Donc peut-être que cette lettre n'est pas totalement authentique. Goebbels parle également des rencontres entre Hitler et Hindenburg, et il dit que si ils ne prennent pas le pouvoir, il y aura justement une dictature. N'oublions pas que von Papen avait demandé à Hindenburg qu'une dictature militaire soit mise en place. Donc le gouvernement veut mettre en place une dictature pour lutter contre la supposée dictature d'Hitler s'il arrive au pouvoir. Goebbels parle également que Himmler se plaint beaucoup de Rome, et il dit « ça ne peut vraiment plus continuer ainsi. Il a son point faible, et pour cette raison ne peut intervenir avec énergie. De plus, il nous a fait beaucoup de tort auprès de Hindenburg. » Rappelons-le, Hindenburg déteste les homosexuels, comme Rome. Goebbels précise également que Hitler a parlé avec Rome, et que Rome apprécie Goebbels et qu'il lui fait des éloges. Et il dit « Hoffmann reçoit une lettre de l'Institut psychotopique. Pauvre Puzzi. » Malheureusement, je n'ai pas plus d'informations sur cette lettre ou ce que c'est que cet institut psychotopique concernant Puzzi. Par la suite, il nous parle encore de la rencontre entre Hindenburg et Hitler, comme ils se sont rencontrés plusieurs fois, et il dit que le vieux ne veut pas, il n'a pas confiance en lui, donc en Hitler. Et pour terminer, Goebbels nous dit que beaucoup de membres du parti nazi veulent prendre le pouvoir en Prusse, donc officiellement, avec des élections, et Goebbels les met en garde en disant qu'ils seront confrontés à la plus pénible des situations, et Hitler est de son avis. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses, et je vous souhaite une bonne journée.